toujours sur la résistance. Hein. Ouais, mais c'est tout nouveau pour nous. On a vu que des films dessus et on peut pas s'imaginer comment ça a été avant. Enfin, moi, je sais que j'y connais rien du tout à la guerre. Je m'y intéressais pas vraiment. C'est vrai que depuis le cours qu'on a eu, là, ça m'a un peu quand même... Qu'est-ce que vous ferez, vous, si ça se passait aujourd'hui? On sait pas parce que ça n'est jamais arrivé, donc on peut pas savoir. Ouais, il devait avoir un stress permanent, toujours à regarder derrière soi. Avec les nazis et tout qui rôdaient partout, qui vérifiaient tout, les papiers de tout le monde, chaque contrôle, ils devaient faire attention. Nous, on a notre confort, notre maison, notre petite télé. Jamais de ma vie, à 12 ans, j'aurais fait ça. Mais c'est clair, moi là, à 17, c'est mort, clairement. Mais attendez, elle a dit des noms tout à l'heure, la prof. En cours, j'arrive plus à me souvenir. Oui, il y avait Monsieur Chantre, Madame Cessac. Ouais, c'est ça. Et Monsieur Lazarti, je crois. Ce serait cool qu'on aille les rencontrer. Mais ouais, Au moins, on est en face des personnes, alors qu'en histoire, on écoute un prof, puis on va moins retenir de choses que si on est en face des personnes. Oui, et puis Puis là, c'est vraiment du vécu aussi. Non mais oui, Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on aille les voir. il y a plein de questions à leur poser. Trop de questions. Et ça, c'est un parachute? Oui. Voilà. C'est quoi ça? Mais ça, c'est le parachute quand il se déclenche pour libérer le vrai parachute. D'accord. Il faut le déplier, le mettre sur la voiture. Là. Ouais, ça a l'air grand quand même. Ah, oui, c'est vrai. Donc on voulait savoir votre histoire par rapport à la résistance. Donc qu'est-ce qui vous a poussé dans cette jeunesse à partir résister? D'abord parce qu'on manquait de tout. Il y avait des tickets, il y avait tout ça. Tout était compté. Même pour avoir des chaussures, il fallait des tickets. Même pour une roue de vélo, il te fallait des tickets. Il te fallait des tickets pour tout. Pour le pain, le sucre, le café, l'huile, tout ce que tu veux. Nous, on est bien contents aujourd'hui d'avoir notre chocolat. Puis ils avaient besoin de tout pour eux, quoi, les Allemands. C'était la guerre. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a fait vous engager, en fait. Pourquoi? Nous étions catastrophés. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis je suis allée chercher le pétrole pour la lumière, hein, parce qu'on n'avait pas d'électricité. La dame m'a pris le bidon, gentil, tout ça. Puis elle est revenue et m'a dit, mon petit, je m'excuse, mais je n'en ai plus. Puis 3 ou 4 jours après, je suis repartie chercher du pétrole. Ils n'avaient pas été livrés. Je suis revenue avec le bidon. Alors là, j'ai dit à ma maman, mais vous savez pas quand c'est qu'il y en a du pétrole, parce que c'est bien loin pour aller là-bas. Hein. Elle m'a dit, tu ne poses pas de questions. Tu fais ce que papa te demande de faire. Et tu poses surtout pas de questions. Bon, alors à ce moment-là, vous vous posez des questions, bien sûr. Oui. Et effectivement, dans le bidon, c'était des messages. Une gamine de 13 ans et demi, elle passait plus inaperçue, quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé parce que c'est nos parents qui ont dit nous après, quoi. Mon père était, il a de suite, il n'a jamais adhéré à C'était chaud qu'il avait. la chose de Pétain. Parce qu'on peut le dire, mon père était socialiste et franc-maçon. Alors, ils n'ont jamais eu l'idée de soutenir Pétain, jamais. Et vous avez vécu du coup aussi Ah ben, oui, j'étais ici, j'habitais ici alors. Alors, je portais quelques messages, il fallait avertir les gens, parce que pour les parachutages, le message, c'était... Le premier, c'était la casserole rouge sera sur la table, et après, c'était à la guerre et en avant. Et du coup, ça s'est passé comment un peu ce parachutage Eh bien, le passage du temps, c'était un avion qui arrivait d'Angleterre pour déposer les armes. Voilà, C'est lâché. 3 fois sur le terrain. La première fois, on lui faisait les lettres. La seconde tour, il nous refaisait le même code. Et au 3e tour, il descendait le plus bas possible. Il lâchait les conteneurs. Ah oui, d'accord. Et après, lui, il repartait sur l'Angleterre. Ouais. Voilà.
Et après, c'était de nous. Et après, c'était les paysans avec des charrettes et des bœufs. Et après, on l'apportait dans une cabane, dans les bois, voilà, pour le cacher. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, oui. On faisait un morceau de route. On était inconscients sur la route. Et mon père, il avait juste un revolver. Pétain et sa clique avaient mis en place un service qui s'appelait les chantiers de la jeunesse. Voilà. Je devais partir dans un de ces chantiers. Donc il ne fallait pas rester en ville. Parce que là, les gendarmes étaient chargés d'arrêter les gens qui auraient dû être au chantier de jeunesse et qui n'y étaient pas. Les hommes qui ne voulaient pas partir en Allemagne, ils essayaient de rentrer au Mali. Seulement, il fallait avoir une filière, il fallait connaître quelqu'un pour y rentrer. Et ces jeunes, j'ai souvent été les chercher, moi, en bordure de route, et je les emmenais à la maison ou je les emmenais dans les bois, et il allait rejoindre le groupe. Bon, donc le 10 juillet 1943, je suis parti chez des paysans. On a formé un groupe de FTP, les francs-tireurs et partisans français, les FTPF. Et c'était un groupe en formation. Il y avait pas mal de communistes, je l'étais communiste depuis l'âge de 14 ans. Et on a reçu l'ordre de faire sauter la voie ferrée. J'ai reçu des explosifs, enfin, on était 3 quand même. Hein. Il fallait poser ça sur les rails. Et on n'avait pas appris ça, on l'avait fait sur place. Hein. Enfin, tu vois, le train arrivait et puis rien du tout. Ça ne saute pas, donc on est parti en disant on va revenir dans 2 ou 3 jours et puis on refait ça, on pose les explosifs. Et puis là, ça a explosé cette fois-là, ça a marché. On était contents. Et puis, arrivé tout près du village, on trouve la fille du fermier qui nous hébergeait sur le bord de la route, qui nous dit « Attention, les gendarmes sont à la maison ». Donc on se demande où on s'en va et on prend la route pour passer la Garonne. À l'entrée du pont, 2 gendarmes nous sautent devant le vélo et ils nous arrêtent. Bon, les papiers, tout ça, on avait des faux papiers. Et ils nous fouillent. Et le revolver que j'avais dans la poche, il y en a un qui s'en empare, paf, il me le met sous le nez. Donc, voilà, la résistance. Moi, j'ai une femme et 3 enfants à faire vivre. Voilà, il fallait qu'ils nous arrêtent, qu'ils disent. Et on a eu pas mal de personnes à cacher. Et, ah oui, il y en a eu des personnes à cacher. Il y avait Domaine Gambon, parce qu'ils avaient été dénoncés. Et alors, il a fallu qu'il était venu avec sa petite fille. Et puis une autre, dont la mère avait été déportée. Bon, on a eu des évadés d'Aïs. C'est un tribunal spécial qui nous a condamnés et il nous amène à la prison centrale d'Aïs. Vous savez où c'est, Aïs? Oui, enfin moi j'ai vu le panneau. C'est Villeneuve-sur-Lot. Oui. Voilà. Bon, non, c'est la route de Paris, là. Hein. On passe la Noël là, et puis on dit on ne peut pas rester là, il faut absolument s'évader. Parce qu'ils vont venir nous cueillir, ils vont nous déporter en Allemagne. Et on s'empare de la prison. Et les types qui étaient à l'intérieur nous tirent dessus. Ils cassent le genou à un copain à 3 pas de moi. Et puis on recule. Au fusil mitrailleur, vous ne faites pas de... Bon. Et les Allemands sont arrivés. On rend les armes. Ils nous font monter dans un camion pour aller jusqu'à la gare de Penne. Ils nous obligent à monter dans les wagons, ils ferment le truc de l'extérieur, naturellement, et puis ils nous embarquent vers le nord. Il nous a, environ 8 jours après, le 18 juin exactement, le 18 juin, ils nous montent dans le train à nouveau et ça, ils nous amènent à Dachau. Et voilà. Moi j'aimerais que vous lisiez la lettre ici de Gaz Saint-Maur, que tout le monde l'entende. Oui, nous avons une lettre qui a été pour nous dénoncer, et toute l'équipe, et justement elle est là. Oui, j'aille la chercher. Dans le registre noir. Là? Oui. C'est celle-ci. Tu veux la lire? Ouais, je vais aller.
Ça, c'est l'authentique. Sainte-Maure de Peyrac, le 28 juin 1944. Monsieur le préfet du Lot-et-Garonne, une minorité d'individus à la solde de l'étranger et dont les éléments, dès le débarquement, se sont dressés ouvertement contre le gouvernement, semant la terreur, se livrant à toutes sortes d'attentats, sabotage des voies de communication, pillage de magasins et de fermes, volant et paralysant le ravitaillement de la population à leur profit et menaçant de leurs armes. Il importe que ces énergumènes soient mis dans l'impossibilité de nuire par leur arrestation immédiate et envoyés en Allemagne à la place d'un nombre égal de prisonniers. Après le transformateur, deuxième maison à droite, M. Petit-Jean Olivier, à l'agence postale, M. Lazartigue Gaston, maire et chef de bande, qui était un forgeron, à Pirieux. À droite, après l'église, M. Mouche Georges, à Saint-Simon, M. Larmor, qui était un hébergeur d'espionnes. PS, j'ai omis que vous signalez l'attitude du maire de Saint-Maur, franc-maçon et hypocrite. Il a hébergé près d'un an un juif nommé Bir Otto et un réfractaire dangereux se faisant appeler Gervaise, passé dans la dissidence et qu'il reçoit encore. Faites-en 3 exemplaires. J'apprends en dernière minute qu'un nombre important de ces maquisards campent sur la commune de Guise, vers le nord-est. Ils sèment tous les jours sur la commune voisine la terreur et le pillage. Voilà. Tiens. C'est la La lettre vraie. originale. Oui, ça c'est Ah oui, le d'accord. cantique qui a été photographié. Il y avait, heureusement que le receveur des postes de sauce, il était alsacien et il s'appelait M. Walter. Il a vu la personne, il les mettait dans la boîte, alors il les a retirés de suite. Et il l'a donné à... Et vous en pensez quoi de cette lettre en fait? Comment? Vous en pensez quoi de cette lettre? Oh, ça ne m'étonne pas de lui, il a toujours fait ça. Ah oui, d'accord. Toujours. Il dénonçait à tout. Il dénonçait à tout ce qu'il voyait. Il avait ça, d'Estelle, il faisait que dénoncer. Il y a des gens comme ça, puis alors... C'est calme ici, au moins quand il y a quelque chose, vous entendez tout. Ah oui, c'est pour ça que quand tu marchais dans les bois toute seule, que tu portais les messages, les branches craquaient, tu tendais l'oreille. Hein. Vous êtes arrivé d'avoir des Allemands qui vous ont suivi? Non. Non? Jamais. J'ai jamais été suivi. Où il fallait m'attendre dans le coin de... On pouvait me choper en traversant une route. Mais il aurait fallu que je sois dénoncée. Et quand vous arrivez avec les messages, vous vous sentez comment? Bon, tu sais, il me tardait d'arriver, de le porter, et il me tardait de repartir, vu le chemin qu'il y avait à faire. Oui. Et ils étaient... Bon, alors ils prenaient le message, mais ils disparaissaient de suite. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui comptait, c'est d'avoir le message, de le décrypter, et après de rassembler les hommes, de préparer pour le parachutage. Ou alors c'était une mission, renforcer un autre groupe, ça aussi. Mais on récupérait le jeune. Il y a beaucoup de monde qui a dormi dans cette maison, quoi. Quand vous êtes arrivé à Dachau et que vous avez vu où vous étiez, vous savez ce qu'on allait vous faire ou vous saviez pas quand vous êtes avant de rentrer à Dachau? Je ne savais rien du Vous tout. saviez pas? Je me demandais si on allait sortir d'abord, parce que ça a duré 11 mois quand même. Ouais. Et parce qu'on travaillait pour la BMW, la Bayern Motorenwerke. Et la boîte, enfin les actionnaires, les dirigeants de cette usine nous louaient aux SS. Les SS nous gardaient dans le camp de concentration et ils étaient là pour nous obliger à suivre les ordres, c'est tout. Arbeit, on comprenait, c'était le travail. On était constamment embêtés, hein, et j'ai pas vu une pomme de terre ni dans la soupe, ni ailleurs. Hein. Moi, quand j'ai été arrêté par les Français, je pesais environ 68 kilos. Oui. Quand ils nous ont sortis du camp et qu'ils nous ont amenés à Mulhouse, j'en pesais 42. Oui. Donc ça fait 26 de différence hein, qui manquaient. Et je trouvais en mangeant, il y avait des dents qui filaient l'une après l'autre. Je ne me rendais pas compte, elles ne me faisaient pas mal. Oui.
Oui. Bon, je m'en suis tiré. Là, ça va, là. Oui. Attends. Ah oui, on voit la voiture un peu, ça va. Ça va, oui. Voilà. C'est immense. Plus vous recevez des coups, plus vous mordez. Enfin, vous avez envie de mordre. Hein. Vous voudriez que ça change ma position? Non, mais elle ne peut pas changer. On ne peut pas être d'accord avec des choses comme ça.